Merci beaucoup. Alors, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, et en particulier, avec l'intervention de mon ami Jean-Jo Perron, de m'avoir fait retrouver un ami d'enfance de la rue Gambetta, Claude Moon. Voilà, donc un peu de nostalgie saint-géronaise pour commencer. Alors, je n'ai pas de support contrairement à Jean-Jo, parce que, bon, la Révolution française, déjà en une heure, c'est un exploit impossible. Donc, on va se contenter, encore, c'est pas sûr qu'on y arrivera, donc il faudra que tu me subisses l'un de plus, Claude. Bon. On va le faire en deux parties. Une première partie, donc je vais faire 1789-1792, la conquête de la liberté, la fin de l'Ancien Régime, et une autre fois de la rupture qui est la fin de la monarchie à 1799, quoi, le coup d'État de Brumaire. Voilà. Donc aujourd'hui, renouer un peu avec un cycle de conférences, en particulier ici, que j'ai eu l'occasion de faire déjà avec Simon Henry et aussi avec les Consorani. Donc j'avais parlé la dernière fois sur la dissidence en rejoignant beaucoup ce qu'a dit Jean-Jo sur la frontière. Donc c'est une occasion pour essayer de mettre en évidence la spécificité de notre couserat, mais aussi par rapport à des travaux d'historiens locaux, dont Jean-Jo Perron, entre autres, ou des mémoires de maîtrise qui ont pu avoir été faits sur cette période et de la Révolution française. Bon, je suis universitaire et je réside en partie à Paris, donc ce que je veux faire, c'est essayer de relier au grand moment de l'histoire nationale, de notre grande Révolution française, qui est au cœur d'ailleurs de notre identité nationale et internationale, et en particulier faire le lien avec les grandes journées révolutionnaires qui ont été très bien décrites par Michelet et qui toutes ont eu des conséquences bien entendues sur le couserat. Alors, quelques questions préalables sur la Révolution française. Avant de commencer, déjà, combien a-t-elle duré? Alors, bon, sur les débuts, on est à peu près tous d'accord, c'est le printemps 1789, encore que François Furet parle de 100 ans, c'est-à-dire un peu avant, et la difficulté à se stabiliser politiquement, 1780-1880. Bon, c'est une autre histoire. Marx, lui, Karl Marx, il l'a fait durer jusqu'à 1815, c'est-à-dire il intègre l'Empire. Traditionnellement, bien sûr, c'est un peu l'option que je prendrai, mais en deux étapes. C'est le coup d'État de Brumaire de Bonaparte en 1799. D'autres, c'est la chute de Robespierre, Thermidor, notamment Michelet arrête sa Révolution française à Thermidor. Jean Jaurès, l'histoire socialiste de la Révolution française aussi, et c'est le choix qu'après Jean Dutrèche qui a fait un mémoire en 1971 avec Godechaux sur l'histoire de la Révolution en Couserans, de l'arrêté donc à Thermidor 1794. Voilà. Bon. Donc moi je le ferai en deux temps, mais dans un premier temps ce sera 1792 et puis 1700, on ira jusqu'en 1799 une autre fois. Donc 10 années qui ont changé le monde avec des débats et des interprétations différentes. Alors je vais me positionner comme ça cette petite heure. 1789, donc une opposition et des interprétations différentes. 1789, la conquête de la liberté. 1793, la tentative d'égalité avec la terreur. Bon, les deux oppositions classiques, 1789-1793, et vous le savez, on a fêté 1989 et pas 1993. Avec les débats sur les mémoires, notamment la question de la Vendée, et le débat révolution ou révolution au pluriel, avec la révolution des campagnes, on y reviendra, Paris et le rôle des sans-culottes, la bourgeoisie, les notables, tout cet aspect-là, et différentes approches, le rôle du ressentiment dans cette Révolution française, comme dans la plupart des événements historiques. Marc Ferraud, par exemple, l'a bien souligné, des humiliations, des rumeurs, des hasards, Mona Ouzouf, des peurs, des passions, des émotions, de la vengeance. C'est une thèse récente de Sylvie Wanich,
des malentendus et Napoléon à Sainte-Hélène a beaucoup développé le rôle de la vanité humaine dans la Révolution française. Et son débat sur l'actualité par rapport au dirigisme économique, l'autonomie des provinces, enfin, tout cet aspect-là. Donc, je vais aujourd'hui parler de cet aspect, conquête de la liberté et fin de l'Ancien Régime, 1789-1792. Alors, d'abord, quelques mots sur le Couserans en 1789. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Jean-Jo, la situation, zone frontière, tout ça, on va le retrouver. Alors, le Couserans, bon, pays gascon, dépendant de la généralité d'Auch, isolé, avec une interpellation quelque part de Jacques Le Goff qui a parlé de long Moyen-Âge qu'il fait quasiment arriver jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. C'est une thèse qui peut se discuter, mais en tout cas, disons, il n'y a pas le même niveau de développement et d'ouverture, notamment aux Lumières, que dans d'autres zones. Et encore en Couserans, ça peut se discuter entre la plaine, Saint-Giron, quelque part aussi, et les Hautes-Vallées. On va le voir tout au long de cet exposé. Alors, avec aussi, ça a été bien abordé tout à l'heure par Jean-Jo, la question des enclaves de Languedoc en Couserans, qui correspondent toutes quand même à des faits historiques, les fameux pareages, en particulier deux, Seix pour maîtriser la zone de frontière pour le roi de France en 1272, et Rimont aussi, et le lien avec Combelong, un village nouveau, donc c'était des enclaves jusqu'en 1789 des provinces de Languedoc et notamment du diocèse civil de Rieux en Couserans. Les débats, le Couserans dépendant plutôt du Comminges et notamment de la généralité d'Auch, étant un pays dont les États, c'est-à-dire la différence entre pays d'État et pays d'élection, c'était que dans les pays d'État, c'était les États qui fixaient la répartition des impôts, et dans les pays d'élection, c'était imposé directement par les intendants et les subdélégués au niveau des circonscriptions. Bon, les États de Comminges ont été supprimés, dont dépendait le Couserans, ont été supprimés en 1655. Ceux de Foix, déjà plus chanceux, ont duré jusqu'en 1789. Alors ça, vous le savez, on est dans une société d'ordre et de privilèges, avec la question des justices seigneuriales, et le tiers-État représente 95% de la population et est le seul à payer des impôts par rapport aux ordres privilégiés, clergé et noblesse, qui ont la réalité du pouvoir et qui ne paient pas d'impôts. Alors, un décalage quand même important par rapport à l'information, 9 à 12 jours par rapport à Paris. Par exemple, la prise de la Bastille, 14 juillet, donc 1789, sera connue en Couserans le 26 juillet, donc 12 jours après. Des rivalités, alors Saint-Giron-Saint-Lizier, bien sûr, on va y revenir, Foix-Pamiers, bon, dans une autre zone, et ça a déjà été évoqué pour des raisons historiques, et aussi Oust et Seix, assez traditionnels. Alors, une différence fondamentale dans les mentalités qu'on va retrouver tout au long de cet exposé, c'est la différence quand même de mentalité entre la ville, Saint-Giron notamment, le Bas-Salat, et les Hautes-Vallées, avec la profonde spécificité d'incidence, ça a été souligné tout à l'heure, de cette zone frontière, et avec aussi la spécificité des relations avec l'Espagne, tout ce qu'on appelle les lits et passeries, donc c'est cette dimension-là. Alors, des Hautes-Vallées qui étaient très très largement surpeuplées. Alors, les premiers recensements qu'on a, c'est 1806, c'est-à-dire juste un peu après, quand même, ce qui nous intéresse, mais pas si loin. Alors, la commune, en 1806, la plus importante de l'Ariège au point de vue population, mais c'est pas Pamiers, Pamiers, c'est 5646 habitants, et c'est Massat, 7638, avec, à l'époque, le port et Bière, qui dépendait aussi de Massat. Et Foix, qui venait de devenir chef-lieu, quand même, 3959 habitants, était moins peuplé que Seix et ses différents hameaux, 4071. Saint-Giron, 3348, était quand même suivi de très très près par la Bastide de Sérou, 2944. Et Saint-Lizier, alors évidemment déchu en 1806 de son rôle d'évêché, quand même, était
1261 habitants, moins peuplé que Rimont de 1316. Donc cette importance, alors à souligner que le Couserans, dans son ensemble, à cette époque-là, faisait quand même, avant 1789, entre 70 000 et 80 000 habitants, ce qui est quand même important quand on sait que pendant très longtemps, ça a été que 25 et 30 000, jusque ça, que ça reparte un tout petit peu, mais avec des frontières administratives changeantes. Alors, les temps et les mentalités changent, c'est le grand débat historique du rôle des loges maçonniques dans la Révolution française. Alors, en Ariège, en 1789, il y avait deux loges, celle du Mas d'Asile, alors lien classique pour la Révolution française de la franc-maçonnerie et des milieux protestants, c'est pas un hasard, le Mas d'Asile, et autre loge, celle de Pamiers. La loge de Saint-Giron ne sera créée qu'en 1811. Alors, la loge de Pamiers, où quelqu'un a été initié, qui sera un personnage essentiel de la Révolution française en Ariège, et pas forcément, enfin même exactement l'inverse, enfin, le mauvais génie, entre parenthèses, on va le dire gentiment, pour le Couserans Vadier, donc, qui a été initié et qui sera un franc-maçon notoire. Et un autre franc-maçon important, je les cite parce qu'ils vont jouer un rôle important pour notre Couserans, Barrère de Vieuzac, député de Tarbes, avocat au Parlement de Toulouse, qui lui aussi sera initié à la franc-maçonnerie et gravitera dans l'entourage du duc d'Orléans et de Madame de Genlis, au moins au début de la Révolution. Alors, en quittant un peu le Couserans, bien sûr, les vraies causes quand même de la Révolution française, on a beaucoup parlé de complot maçonnique, mais c'est bien sûr la crise financière et avec un déficit accumulé considérablement aggravé par le financement de la guerre d'Amérique, quand même 1776-1783, beaucoup plus que les dépenses certes dispendieuses de Marie-Antoinette et de la cour. Et la Révolution française n'étara du refus des ordres privilégiés quand même de participer au financement par d'accepter le moindre paiement d'impôts. Et c'est dans cet esprit, donc, pour arriver à résoudre la crise financière, puisque le pays est au bord de la banqueroute, que Louis XVI devra accepter pendant l'été 1788 la convocation des États généraux pour le printemps 1789, États généraux des trois ordres du royaume, clergé dans l'ordre protocolaire, noblesse et tiers États, qui n'avaient pas été convoqués depuis 1614. Donc la question va être très vite de savoir comment on les convoque et selon quelles modalités. Bon, donc là je vais attaquer en prenant le mot du grand historien Michel Vinocq, 1789, avec, qu'il a appelé 1789, l'année sans pareil. Promesse et malentendu du printemps 1700 et de l'été 1789. Alors, une très forte effervescence à la convocation de ces États généraux et très vite beaucoup de brochures, de journaux qui vont commencer à se développer, et notamment une brochure, alors il y en a eu d'innombrables brochures, mais en particulier une de l'abbé Sieyès, qui est resté très célèbre. Qu'est-ce que le tiers-État? Alors, pour janvier 1789, et pour donner le début, qui donne vraiment le ton, qu'est-ce que le tiers-État? Je rappelle 95% de la population. Tout, qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il? À devenir quelque chose? Rien ne peut aller sans lui. Tout irait infiniment mieux sans les autres. Donc là, ça avait le mérite au moins d'être très clair, et ça sera en gros très vite le programme du tiers-État. Et les habitants vont avoir à rédiger par quartier, par paroisse, regroupé par ville, un énorme travail de recension, les fameux cahiers de doléances, et qui vont être aussi rédigés par corporation. Par exemple, quelqu'un que tout le monde connaît, Robespierre,
il a rédigé le cahier de doléances des savetiers d'Arras, puisqu'il était à l'époque à Arras, donc par corporation, par ordre évidemment, clergé, noblesse et tiers-état. Alors, on n'a pas de chance en Couserans parce que l'essentiel des cahiers se sont perdus, sauf deux, ceux d'Antras, dans le Biros, et ceux de Sexe. Donc, alors, qui sont assez différents, mais plutôt modérés. Alors, de manière plus globale, on a aussi des recensions ou des commentaires, les cahiers ayant été perdus. On a aussi ceux du Comminges. Alors, d'une manière générale, quand même, ce qu'il en reste, les autres traces, mais pas en tant que cahiers qui ont pu être prises, ceux du Couserans et ceux du Comminges sont relativement modérés, alors tendance qu'on va retrouver tout au long de la Révolution, par rapport à ceux du tiers-état du Pays de Foix qui sont nettement plus radicaux. Et par exemple, alors, Antras, c'est plutôt des cahiers qui sont tournés vers les relations frontières, des problèmes commerciaux, des relations difficiles avec l'Espagne. Ceux de Sexe ont peut-être liés à la fameuse bourgeoisie que tu as évoquée tout à l'heure, avec les Lumières. Les gens de loi dans une petite ville ont quand même une dimension plus critique quand même et plus globale. Par exemple, la critique des entraves au commerce, la demande de l'égalité de tous devant l'impôt, la suppression des dîmes, la suppression des justices seigneuriales, et tous ont quand même une grande espérance sur ces états généraux, sur cette réunion, avec beaucoup de malentendus quand même. Alors, ces élections, alors, il y a un problème, c'est qu'en Couserans, alors, il y a des élections au suffrage censitaire pour le tiers-état, c'est-à-dire qu'il faut payer un impôt pour pouvoir, une certaine somme d'impôt, avoir plus de 25 ans, être un homme, et avoir plus de 25 ans et payer un cens, suffrage censitaire, pour être électeur, et encore un cens supérieur pour pouvoir être élu. C'est la distinction entre citoyen actif et citoyen passif, entre électeur donc et éligible. Ça pour le tiers-état. Pour la noblesse, c'est des votes, et pour le clergé, c'est des votes plus directs. Alors, il a été décidé, je vous rappelle que quand même, il n'y a plus d'élections aux États généraux quand même depuis 1614. Alors, se pose la question du choix de la circonscription. Et la question du choix de la circonscription, eh bien, on parle de bailliage et de sénéchaussée. Le Couserans, ce n'est ni l'un ni l'autre. Et on essaie, le 16 avril, d'obliger le Couserans à voter avec le Comminges, le Nébouzin, Saint-Gaudens, à Muret, le 16 avril. Et à part une petite partie du clergé, mais le Couserans refuse de se rendre à Muret et demande à Louis XVI et à son principal ministre, Necker, de constituer une circonscription particulière pour l'élection aux États généraux. Et ça va être une des dernières, peut-être la dernière, grande victoire du Couserans, puisque le 16 avril, Louis XVI et Necker vont accepter que le Couserans constitue une circonscription particulière pour élire des députés aux États généraux. Et ces élections vont avoir lieu dans l'église des dominicains jacobins, dans le couvent, à Saint-Giron, les 26, 27 et 28 mai. Alors, pour le tiers-état, va se présenter Louis-Joseph de Chambord, vicomte de Couserans, co-seigneur de Sexe, évoqué tout à l'heure. Il va préférer être élu du tiers-état que de la noblesse. Ça va laisser la place pour la noblesse à Louis-Marie de Panetier, qu'on retrouvera au moment des guerres avec l'Espagne. Et pour le clergé, ça va être assez logiquement, mais ça n'a pas toujours été le cas ailleurs, Dominique de Lastic, évêque de Saint-Légier, donc 3 députés qui vont représenter le Couserans aux États généraux qui se réunissent à Versailles. Alors, problème quand même, ces États généraux se réunissent à Versailles, séance d'ouverture les 4 et 5 mai, et je viens de le dire, les élections
pour le Couserans ont eu lieu du 26 au 28 mai. Donc ça veut dire que les députés du Couserans ont manqué le premier mois, comme d'ailleurs ceux de Paris pour des raisons diverses, d'ailleurs de report d'élection. Voilà. Alors, question qui très vite se pose pour, sous la pression de Necker, et Louis XVI avait accepté le doublement du tiers État. Ce qui ne change rien puisque le vote traditionnel des États généraux était par ordre, c'est-à-dire chaque ordre, le clergé, la noblesse, le tiers-État, représentait une voix. Vous voyez ce que ça a donné, 114 c'est très clair, c'était tout le temps 2 voix contre 2. Il accepte le doublement du tiers-État, c'est-à-dire le tiers en gros aura 2 fois plus de députés, c'est-à-dire 550 que la noblesse et le clergé qui en auront à peu près 250-300 chacun, mais ça ne change rien. Si c'est une seule voix à la fin, donc il y a le débat quand même, ce que le tiers, et le tiers évidemment réclame le vote par tête, c'est-à-dire chaque député représentant une voix. Et le débat va être capital. Floraison de journaux, naissance d'une certaine liberté de la presse, 2 clubs qui se réunissent à Versailles, en particulier un club breton qui se réunit à Versailles et qui, à partir d'octobre 1789, à Paris, siégera dans le couvent des Jacobins, d'où le nom du club des Jacobins. Alors, d'immenses malentendus quand même, en ce printemps 1789. Le roi n'a voulu convoquer les États généraux que pour résoudre la crise financière. La noblesse, pour essayer d'imposer son pouvoir et le maintien de ses privilèges, voire les étendre, immense naïveté quand même, et bien sûr le tiers-État pour imposer son rôle et ses réformes, et je ne reviens pas sur le texte de Sieyès qui est très clair à cet égard, dont les États généraux s'ouvrent le 5 mai 1789. Pendant un mois, il y a en gros un débat sur doublement du tiers certes, mais vote toujours par ordre et pas par tête, et le 17 juin, alors, les défections, bien entendu, je passe sur toutes les tractations occultes et autres, il y avait des rôles ambigus, notamment du duc d'Orléans, le clergé. Alors, le clergé est un ordre très divisé parce que, évidemment, entre l'archevêque Rohan, archevêque de Strasbourg et le curé du fin fond du Couserans, il y a quand même une nuance importante en termes de revenus et de positionnement social. Évidemment, alors pas évidemment, mais c'est des membres du clergé qui vont commencer à rallier progressivement le tiers-État. Et le mouvement va s'accentuer. Et le 17 juin, le tiers-État, c'est le célèbre serment du jeu de paume, est rejoint par des députés du clergé, du bas clergé, et par des nobles libéraux, dont Lafayette, et se proclame Assemblée nationale tout seul. Et ils se proclameront Assemblée constituante pour donner une constitution à la France le 9, c'est-à-dire une définition de la répartition des pouvoirs entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Ils se proclameront constituantes le 9 juillet. Alors Louis XVI hésite, en gros, où il laisse faire, où il réprime, enfin bon, il commet quand même, enfin, on peut dire que c'est une erreur, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, une erreur, c'est de convoquer des troupes et de ne pas s'en servir. Ça suffit pour ameuter les Parisiens, et d'autant plus qu'il renvoie Necker, qui était très populaire, le 11 juillet, et bon, vous connaissez probablement la suite, évidemment, la suite le 14 juillet, vous la connaissez, c'est les Parisiens, voyant que des troupes entourent Paris, veulent s'armer, prennent des fusils aux invalides, veulent chercher des canons à la Bastille, voilà. Donc, basculement, une municipalité qui apparaît à Paris, bailli, l'astronome, et milice bourgeoise pour établir l'ordre quand même, qui deviendra très vite la garde nationale avec Lafayette comme général pour toute la France. Alors là, les anciennes structures quand même s'effondrent, c'est assez hallucinant, et quand c'est étudié, il y a un vide de pouvoir très très vite. Et le pouvoir monarchique, les intendants, les juges, tout ça se décompose très 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 rapidement.
Et là, on est avec la prise de la Bastille dans le tableau qui quand même va être celui de la Révolution, c'est-à-dire la monarchie maintenant, qui n'est plus seule, une souveraineté populaire qui s'affirme avec l'Assemblée nationale, et quand même le peuple de Paris qui commence à poindre son nez avec les sans-culottes qui quand même commencent à jouer un rôle, donc 3 acteurs. Et dès le 15 juillet, il y en a qui ont tourné la page d'entrée. Le comte d'Artois, le deuxième frère, le futur Charles X, et le prince de Condé quittent la France pour créer une armée d'émigrés. Et très vite, ça va être le grand mouvement qu'on va appeler la Grande Peur, ou révolution des campagnes. Je précise que les campagnes, c'est au moins 80 à 90% de la population, quand même, là aussi. Et cette Grande Peur qui va se propager dans les Pyrénées centrales avec un retard, je l'ai dit, et la prise de la Bastille n'est connue qu'à partir du 26 août, et, comme l'a dit Jean-Jo tout à l'heure, évidemment, il n'a pas employé le terme, je crois, mais il y a la crainte des brigands qui, évidemment, ne peuvent venir que d'Espagne, avec le terme assez connu de Miquelets, qui sont des irréguliers espagnols, catalans, qui apparaissent à partir de la révolte des Segadors que tu as évoqué de 1640. Donc il y a, et très vite, alors il y a des éléments, notamment à Saint-Lizier, par exemple l'abbé Durand, curé de Notre-Dame de la Cède, à Saint-Lizier, qui dans les registres de son église, de Notre-Dame de la Cède, mais il raconte la Grande Peur à Saint-Lizier. Alors le tocsin sonne depuis Montjoie, qui met en émoi Saint-Lizier, parce qu'on annonce que Ribon est entièrement brûlé, la Bastide de Sérou aussi, Combelongue pillée. De notre côté, il y en a qui arrivent en disant que Prat est en train de brûler, Caumont aussi, et les habitants fuient vers les collines, paraît-il, les habitants de Saint-Giron, alors là c'est raconté par les mémoires du comte de Tersac, fuient en grande partie la ville et se réfugient vers Churoc. Création de milices pour essayer de contrôler un peu tout ça, qui deviendront les gardes nationales, comme par exemple à Castillon le 9 août. Et alors, le Couserans, mouvement également en peur et encore plus marqué des notables de Saint-Giron qui arrivent à Ustou, et là, la peur, elle est évidemment, ils ont plus peur, peur aussi de brigands qui reviendraient du Limousin et qui auraient été 20 000 à attaquer Toulouse, mais à Ustou, ils ont surtout peur, évidemment, là, des brigands venus d'Espagne. Et là, donc, cette grande peur, alors, dans beaucoup d'endroits, mais ce n'est pas vraiment le cas en Couserans, quand les gens des campagnes se sont armés, ils vont se tourner contre les châteaux, ils vont molester, pour ne pas dire plus, certains nobles, et en tout cas, très vite, ils vont détruire les documents qui justifiaient la fiscalité et les impôts seigneuriaux. En Couserans, ce ne sera pratiquement pas le cas, ce sera beaucoup plus marqué en pays de foi, quand même. Et là, l'Assemblée devenue constituante, donc, est face à un choix très très difficile. Soit il réprime ce qui serait une tendance de l'Assemblée quand même, soit ils accompagnent le mouvement. Et ça sera la très célèbre nuit du 4 août qui, dans un enthousiasme, alors là aussi on discute encore pour savoir s'il est aussi spontané qu'on l'a dit souvent, et en tout cas, on vote l'abolition du régime féodal qui était largement demandé dans les cahiers de doléances. Et le 11 août, on va supprimer les dîmes, c'est-à-dire 1/10 de la récolte versée au clergé, et évidemment, ça favorisera quand même l'adhésion à la Révolution française. Mais très vite, quand même, l'Assemblée, si on peut dire, va se ressaisir ou revenir en arrière, et cette abolition sera assez vite limitée et quand même imposera très vite un rachat, et ça ne deviendra définitif et sans rachat que le 17 juillet 1793, jour de l'entrée de Robespierre au comité du salut public. Alors, cette nuit du 4 août donc marque vraiment un tournant important qui est la fin de la société féodale d'ordre et de privilèges des individus, mais aussi ce qu'on oublie souvent de développer, c'est la fin des privilèges des provinces et des villes, c'est-à-dire tout ce qui était province, tout ce qui était privilège des villes, disparaissent. Et évidemment avec
une volonté de passer à une unité nationale, c'est-à-dire on n'est plus du Couserans, du Pays de Foix, enfin tout ça, on est tous français. Alors, on va voir comment. Alors, c'est ce que dit Jean Tullard. Ben, l'édifice ancien détruit, il faut tout reconstruire et d'abord reconstruire à partir de nouveaux principes. Et c'est la célèbre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle qui essaiera de faire une déclaration des droits de la femme contre Robespierre, Olympe de Gouges, ça ne lui réussira pas trop. Cette déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, elle reprend quand même, on oublie souvent de le dire en France, mais elle reprend beaucoup en l'élargissant un peu, c'est vrai, mais enfin, la déclaration américaine de 1777, auquel on participait quand même des gens comme Lafayette, Lameth et tout ça aussi. Donc, et bon, l'article 1, vous le savez, il a fait le tour du monde, et les hommes au sens humanité naissent libres et égaux en droit. Donc, moment important. Et là, un autre moment très important, probablement beaucoup plus que le 14 juillet, c'est tension à Paris, crise des subsistances, famine, et les femmes, peut-être manipulées par des agents du duc d'Orléans, vont marcher sur Versailles. Rôle ambigu de Lafayette, et c'est ce qu'on appelle les journées d'octobre, 5 ou 6 octobre, et 6 octobre, la famille royale est ramenée à Paris. Ça veut dire qu'elle va clairement revient loger aux Tuileries où personne n'a habité depuis 1718 et va se trouver à la merci des sections sans-culottes de Paris, de la Commune de Paris, et l'Assemblée va faire le choix de suivre et de s'installer à Paris. Alors, l'émigration va s'accentuer, et notamment le député de la noblesse aux États généraux, le comte de Panetier, va quitter la France et passer à l'étranger. Alors, si vous en souvenez, on a quand même convoqué les États généraux pour régler la situation financière. Non seulement rien n'est réglé, mais les impôts ne rentrent plus du tout, c'est-à-dire c'est pire qu'avant. La banqueroute est envisagée, ce qui revient à ne pas payer, ne pas honorer les dettes de l'État. Et une solution, le 2 novembre 1789, sur proposition de Talleyrand, évêque d'Autun, ancien agent général du clergé, il propose de mettre les biens du clergé à disposition de la nation. C'est ce qu'on appelle les biens nationaux, ça veut dire nationalisation sans indemnité quand même des biens du clergé. Bien entendu, ceux qui vont les acquérir vont devenir des grands soutiens de la Révolution. Au début, ce sont simplement et on va créer des titres d'emprunt assignés sur la vente des biens du clergé. Assignés, ça donne le nom aux assignats. Donc au début, les assignats sont des titres d'emprunt sur la vente des biens nationaux. Et il était prévu expressément au début, à la demande de Necker, qu'ils seraient détruits au fur et à mesure qu'ils seraient utilisés pour acheter les biens nationaux. Évidemment, la tentation est trop forte et on décide d'en faire un papier-monnaie le 27 septembre 1790 et Necker a démissionné dès le 4 septembre parce qu'il était opposé à la mesure qui va créer d'immenses problèmes. Donc ces assignats deviennent papier-monnaie. Alors c'est pas tant le fait qu'ils deviennent papier-monnaie qui pose problème, c'est le fait que le pouvoir, comme souvent, ne résiste pas à la tentation de la planche à billets, c'est-à-dire d'en multiplier les émissions qui vont évidemment se déconnecter du volume des biens mis en vente. Et on en produit de plus en plus, on en émet de plus en plus et on n'en détruit aucun. Donc la Révolution française va entrer dans le cycle infernal de l'inflation. On modifie aussi le système fiscal, la gabelle du ciel qui était tant critiquée est supprimée,
et la ferme générale qu'il apercevait avec d'autres impôts indirects est supprimée en mars 1791. On crée de nouveaux impôts, donc la taxe mobilière sur les revenus, la patente pour les commerçants. Alors l'évolution politique continue et on crée donc les premières élections, vraies élections municipales vont avoir lieu partout en France en février 1790 et à Saint-Giron, c'est l'apothicaire Pierre Cammartin, originaire de Montrégeau, qui devient maire de Saint-Giron. Une originalité profonde et lourde de conséquences, et surtout quand on regarde la vie des vallées, les assemblées des vallées, alors ça a été étudié à Ustou, sont supprimées qui servaient de relation avec les vallées espagnoles voisines, notamment les traités de Ly et Passerie,